Bienvenue dans cette nouvelle capsule où on va s'intéresser au frottement et à la conservation de l'énergie. J'espère que tu es bien réveillé parce que cette capsule présente quelques difficultés. Tu vas voir qu'il y a des équations qui sont un petit peu longues et pas toujours évident à manipuler. Maintenant, ne t'inquiète pas, tu peux toujours mettre sur pause et puis si la matière ne te semble pas claire, tu peux regarder la vidéo plusieurs fois, à des moments différents, jusqu'à ce que cela te semble le plus clair possible. Alors, pour démarrer, il faut bien repréciser une chose que j'ai déjà dite, c'est que les forces de frottement ont toujours un sens opposé au déplacement. Hein. Et ça, tu sais bien qu'une force qui a un sens opposé au déplacement, en fait, c'est une force qui effectue un travail négatif. Un travail négatif, ça veut dire que si on se place du point de vue d'un objet qui serait en mouvement, eh bien, s'il subit un travail négatif, ça veut dire qu'il perd de l'énergie, hein, donc il y a une perte d'énergie. Par exemple, si tu as un skater qui a une certaine vitesse, donc une certaine énergie cinétique, hein, l'énergie cinétique et la vitesse sont liées, eh bien, si ce skater subit une force de frottement, ça veut dire que son énergie cinétique va baisser et que donc il perd de l'énergie tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir calculer ce travail négatif ou cette perte d'énergie. Hein. C'est évidemment ça qui va nous intéresser. Alors, on va se mettre dans le cas d'un mobile sur une surface qu'on aimerait déplacer. Alors, comme d'habitude, en physique, on va déjà pouvoir dire que ce mobile a un certain poids, hein, que je représente par le vecteur poids ici. Et comme il est sur une surface, eh bien, le mobile subit une force de réaction du plan. Et cette force de réaction, évidemment, a la même intensité que le poids de l'objet. C'est le principe d'action-réaction. Alors on va imaginer que ce mobile subit une force motrice, hein, donc on a ici la force motrice et tu peux donc voir dans quel sens le mobile va se déplacer. Et du coup, ça nous permet de dire que la force de frottement est dans le sens opposé. Donc la force blanche ici, la force de frottement. Et du coup, pour encore vraiment bien préciser les choses, on va dire que ce mobile il a une certaine vitesse, hein, que j'indique ici par un petit vecteur, le vecteur vitesse. Et donc on voit bien encore une fois que la force de frottement est opposée au déplacement et donc à la vitesse de l'objet. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de calculer le travail de cette force, donc la perte d'énergie. Eh bien, c'est pas bien compliqué, on va utiliser la formule du travail qui nous dit que le travail, c'est la force fois le déplacement. Et ici, comme la force en question, c'est la force de frottement, eh bien, j'ai la force de frottement fois le déplacement. Alors, je ne vais pas représenter le déplacement ici, mais si tu imagines qu'on a bougé le mobile de 10 mètres, eh bien, je vais pouvoir multiplier la force de frottement par la grandeur de 10 mètres. Alors peut-être que tu te dis, ok, mais la force de frottement, qu'est-ce qu'elle vaut? Je te rappelle qu'on est en fait capable de calculer cette force de frottement puisqu'elle correspond au coefficient de frottement dynamique, puisque ici je suis en mouvement, que mon mobile a une vitesse, multiplié par la force de réaction. Cette force de réaction, je peux la calculer si je connais le poids de mon objet, multiplié par le déplacement. Alors attention, ce qu'on a ici, ce sera une grandeur négative, hein, puisque le sens de la force de frottement est opposé au déplacement. Donc si on imagine par convention que le déplacement est positif, que j'ai un déplacement qui serait par exemple de 10 mètres, la force de frottement qui va dans l'autre sens, eh bien elle sera négative. Hein, et c'est comme ça que j'arrive à un travail négatif. Alors pour bien comprendre les choses, cette perte d'énergie ici, eh bien si j'imagine que je serais dans le cas par exemple euh, d'une voiture, hein, qui veut rouler à vitesse constante, eh bien ça veut dire que le moteur va devoir compenser cette perte d'énergie qui est causée par les frottements. Et donc ça veut dire que si je connais le travail négatif effectué par la force de frottement, je vais en fait pouvoir calculer l'énergie que le moteur va devoir dépenser pour compenser ces pertes et donc pour arriver à rouler à vitesse constante. Et donc c'est en ça que le calcul des pertes d'énergie par frottement est intéressant. Alors, on va maintenant s'intéresser à une situation particulière, une situation qu'on a déjà étudiée, c'est la situation de la chute libre. Hein. Donc on va s'intéresser au cas de la chute libre. Alors jusqu'à présent, on avait pu établir ensemble que dans le cas d'une chute libre, lorsque j'avais une différence d'énergie cinétique, cette différence d'énergie cinétique correspondait à moins la différence de l'énergie potentielle. Alors ça veut dire quoi? Rappelle-toi que si j'ai une chute libre, que j'ai un objet qui est en haut d'une tour par exemple,
au tout début de l'expérience, mon objet a une certaine énergie mécanique totale. Cette énergie mécanique totale, en fait, c'est uniquement de l'énergie potentielle. Et on avait vu ensemble que si je laisse tomber cet objet du haut de la tour, eh bien, l'énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Et donc, je vais avoir une variation d'énergie cinétique et une variation d'énergie potentielle. Et en fait, la variation, elle va dans quel sens? L'énergie potentielle qui est perdue est transformée en énergie cinétique. Et donc, c'est pour ça que j'ai un moins devant le delta E potentiel. Ça nous indique que l'énergie potentielle perdue est convertie en énergie cinétique. Alors, cette équation, elle n'est pas évidente avec les deltas, donc je vais ici l'écrire de manière développée, puisqu'en fait, ça c'est une formulation condensée. Ça veut dire exactement la même chose que si je l'écris de manière étendue. Donc le delta énergie cinétique veut en fait dire que on a l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, et le delta énergie potentielle, c'est à nouveau l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Et donc si tu imagines qu'au début d'une expérience de chute libre, j'ai un objet qui a une énergie potentielle donnée et pas d'énergie cinétique, eh bien si je regarde cet objet au moment de sa chute libre, je vais pouvoir dire que l'énergie potentielle qui est perdue va se convertir en énergie cinétique. Et si je prends le cas vraiment à la fin de mon expérience, je vais pouvoir dire que toute l'énergie potentielle a été perdue, donc l'énergie potentielle finale sera égale à 0, alors que l'énergie cinétique finale va reprendre toute l'énergie potentielle du début. Et donc pour mettre des chiffres, pour être un peu plus précis, si j'imagine qu'au début j'ai par exemple 10 joules d'énergie potentielle, donc 10 joules d'énergie potentielle initiale, et qu'au début du coup j'ai 0 joules d'énergie cinétique, eh bien je vais avoir à la fin de l'expérience 0 joules d'énergie potentielle, donc l'énergie potentielle finale, et 10 joules d'énergie cinétique. Alors il faut bien te rendre compte qu'en fait ce modèle-ci n'est pas tout à fait exact, comme on l'a dit, puisque je ne tiens pas compte des frottements. En réalité, si j'ai au début 10 joules d'énergie potentielle, à la fin je n'aurai pas 10 joules d'énergie cinétique finale, j'aurai moins que cela, tout simplement parce qu'une partie de l'énergie aura été perdue par frottement. Et donc c'est ça qu'on va regarder maintenant. Et donc je vais écrire ici l'équation qui me permet de tenir compte de ces pertes par frottement. Alors l'équation c'est la suivante. Je vais pouvoir dire que j'ai de nouveau delta énergie cinétique est égal moins delta énergie potentielle plus le travail des forces de frottement. Alors ceci, je vais de nouveau l'écrire de manière complète. Je vais donc pouvoir dire que l'énergie cinétique finale c'est égal à moins l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égal à moins l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale plus le travail des forces de frottement. Alors cette équation-là, je vais la manipuler de manière à mettre d'un côté l'énergie initiale, donc l'énergie cinétique initiale et l'énergie potentielle initiale. Et de l'autre côté, je vais mettre l'énergie potentielle finale et l'énergie cinétique finale. Et ça va me donner ceci, donc énergie cinétique initiale plus énergie potentielle initiale, et de l'autre côté, énergie cinétique finale plus énergie potentielle finale, moins les forces de frottement. Alors cette équation-là, je vais quelque part la résumer en disant que j'ai d'un côté l'énergie initiale, en fait c'est l'énergie mécanique, l'ensemble de l'énergie cinétique et l'ensemble de l'énergie potentielle, et de l'autre côté, j'ai l'énergie finale. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est que finalement, l'énergie initiale et l'énergie finale n'ont pas la même valeur. C'est ce que je disais juste avant. Elles n'ont pas la même valeur parce qu'en fait, l'énergie initiale, ça correspond à l'énergie finale moins l'énergie perdue par force de frottement. Et donc ici, je peux dire qu'en réalité, l'énergie perdue par force de frottement, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale. Donc ça, il faut bien comprendre que si j'ai par exemple une énergie initiale de 10 joules, et que à la fin de mon expérience, j'ai une énergie finale donc qui regroupe l'énergie potentielle et l'énergie cinétique finale, que j'ai une énergie finale de 8 joules, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'en réalité, j'ai un travail de force de frottement qui est égal à moins 2 joules. Alors, tu vois bien ici, 8 moins 10, ça fait bien moins 2 joules, et ça, c'est un travail qui est négatif. C'est un travail qui est négatif puisque, encore une fois, les forces de frottement, elles font perdre de l'énergie. Ok.
Alors, je peux l'écrire ici de manière condensée en disant que finalement, la variation d'énergie, la différence d'énergie, le delta E, me donne le travail des forces de frottement. Alors, ceci, cette différence d'énergie, ou ce travail des forces de frottement, me donne en fait l'énergie qui a été perdue par le mobile en mouvement. Alors, tu pourrais te dire, ok, cette énergie, elle est perdue, mais elle est perdue, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, on a vu ensemble que l'énergie, elle se conserve en réalité. Donc ça veut dire que l'énergie ici qui est perdue, elle n'a pas disparu purement et simplement. En réalité, cette énergie, elle s'est tout simplement transformée. Alors pour avoir en tête un petit peu en quoi elle se transforme, tu as probablement déjà eu l'expérience du toboggan, où tu descends le toboggan et tu sens parfois même une brûlure, en tout cas tu sens que tu as les fesses qui chauffent, en fait ça te permet de bien comprendre ce qui se passe. En fait sur le toboggan tu as du frottement, tu as ton corps qui frotte sur le toboggan et ce frottement va provoquer un échauffement. En réalité l'énergie qui a été perdue, elle est perdue sous forme de chaleur. Et c'est ça que tu ressens quand tu descends au toboggan, c'est simplement le fait que le frottement a engendré une perte de chaleur. Et donc l'énergie n'a pas disparu, simplement elle s'est transformée sous forme de chaleur. Et donc si je reviens un petit peu en arrière ici, dans le cas des moins 2 joules de travail négatif, ces moins 2 joules en fait sont devenus de la chaleur. Ça veut dire que les matériaux qui étaient en contact se sont échauffés. Voilà, ceci clôture la conservation de l'énergie dans les frottements. C'est une matière qui est assez abstraite comme ça et donc il sera évidemment essentiel de réaliser des exercices pour y voir un petit peu plus clair et pour arriver à manipuler correctement ces équations. Donc si tu as l'impression de ne pas encore avoir tout saisi et que les choses sont encore un peu obscures, c'est normal. Je pense vraiment que la capsule dans laquelle je vais résoudre les exercices te permettra d'y voir plus clair.